On a précédemment défini le produit de deux matrices. On a vu que ce produit de deux matrices n'était pas commutatif. On n'a jamais parlé de division matricielle. Bon, c'est une notion qui n'existe pas. Ce qu'on appelle diviser pour des réels, si on y réfléchit bien, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Les réels admettent assez facilement un inverse. Pour qu'un réel soit inversible, il suffit qu'il soit différent de 0. Donc à partir de là, on peut diviser par n'importe quel réel différent de 0. Diviser par un réel, ça revient à multiplier par l'inverse de réel. Diviser par lambda, ça revient à multiplier par 1 sur lambda, ce qui suppose que lambda ne soit pas nul. Bon, si on veut généraliser cette notion aux matrices, avec le produit matriciel qui a été défini, il va falloir définir ce qu'est l'inverse d'une matrice. Et donc, à quelles conditions une matrice est inversible. Alors, on va commencer par donner la définition d'une matrice inversible. Bon, déjà, une matrice, pour qu'elle soit inversible, il faut qu'elle soit carrée. On va comprendre tout de suite pourquoi. La définition, c'est donc une matrice est inversible s'il existe une autre matrice B, de même format, de même taille, telle que le produit AB égale BA égale l'identité. L'identité, c'est la matrice scalaire avec des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. Donc, si on peut trouver une matrice B qui vérifie ça, cette matrice B est appelée la matrice inverse de A, et notée A puissance moins 1. Alors, pour première chose, pourquoi on précise que la matrice, elle est carrée? Elle est carrée parce que si ce n'est pas le cas, à cause du produit, là, il va falloir multiplier. Si on multiplie une matrice qui n'est pas carrée par une matrice B pour trouver une matrice carrée de taille n, si ça marche dans un sens, en fait, ça ne va pas marcher dans l'autre. Si on se souvient que dans le produit des matrices, la matrice obtenue, elle a le nombre de lignes de la première, le nombre de colonnes de la seconde. Bon. Si on regarde ça en détail, on se rend compte que il faut vraiment que ces matrices soient carrées pour qu'on puisse déjà... il faut que les deux produits existent. Ça arrive pas nécessairement seulement quand les matrices sont carrées, mais il faut aussi qu'à la fin, ça fasse des matrices carrées de taille n. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir que A et B soient des matrices carrées de taille n. Exemple de matrice inversible, matrice scalaire. Donc, vous avez une matrice scalaire, c'est lambda fois l'identité. Il suffit que lambda soit non nul pour qu'on ait l'inverse, c'est 1 sur lambda fois l'identité. On voit bien que le produit des deux, lambda fois l'identité fois 1 sur lambda fois l'identité, ça fait l'identité. Bon, donc, des exemples, il y en a, on en verra d'autres, un peu plus compliqués. Mais tout de suite, pourquoi c'est intéressant d'avoir une matrice inversible? Si on a une matrice inversible, on va pouvoir, à partir de la situation AB égale à C, si on sait que A est inversible, on va pouvoir multiplier à gauche, ici, et là, donc, par A-1. Puisque A est inversible, A-1 existe. Et ça va donc faire A-1 fois AB, mais on sait que le produit est associatif, donc ça fait A-1 fois A, fois B, égale A-1 fois A, fois C. Mais A-1 fois A, c'est l'identité. L'identité fois B, c'est B. Idem ici, ça fait C. Donc, on en déduit B égale C. Donc, de AB égale à C, on est passé à B égale C. Bon, c'est ce qu'on a l'habitude, la mauvaise habitude, mais l'habitude de traduire par, j'ai simplifié par A. Chose qu'il vaut mieux juste éviter de dire, parce que ça ne va amener que des confusions et que des erreurs derrière. Donc, si je reviens un peu en arrière, on avait déjà évoqué ça. Hein. On avait vu qu'en partant de AB égale à C, on pouvait écrire ça, mais on ne peut pas en déduire que B-C égale 0. Sauf si A est inversible. Si A est inversible, là je peux multiplier par A-1 des deux côtés, et j'obtiens bien B-C égale 0, c'est-à-dire B égale C. C'est ce que j'ai
C'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est intéressant d'avoir une matrice immersible, hein, parce qu'on peut multiplier par l'inverse. Et donc ça simplifie les choses. Quelques remarques. Donc on a vu que pour être immersible, une matrice doit être carrée. Hein. Si elle n'est pas carrée, elle n'est pas immersible, il n'y a pas de question. On peut conclure rapidement. Si on regarde maintenant la somme de deux matrices inversibles, on peut se rendre compte que, en général, la somme n'est pas inversible. Ça ne marche pas bien. Par contre, ça marche bien pour le produit. Si on a deux matrices inversibles A et B de même taille, on peut montrer facilement que l'inverse de AB, c'est le produit des inverses, mais attention, dans l'autre sens. Alors c'est très facile à voir, hein, parce que si je multiplie AB par l'inverse de AB, il faut que ça fasse l'identité. Donc si je multiplie à gauche, là, ça va me faire AB fois B-1 fois A-1. Et j'aurai bien A fois BB-1, c'est l'identité. Et donc, il me restera bien l'identité. Donc, c'est bien dans ce sens-là. Donc, attention, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Bon, donc, on a vu que certaines matrices sont inversibles, d'autres pas. Ça ne marche pas tout le temps. Comment peut-on savoir qu'une matrice est inversible? Bon, il y a plusieurs façons de faire. On le verra dans le chapitre suivant. Pour l'instant, on va voir une manière de calculer l'inverse d'une matrice. En général, c'est une méthode qui est utilisée alors qu'on sait déjà que la matrice est inversible. Si on sait que la matrice est inversible, on cherche son inverse. Donc c'est un algorithme de Gauss-Jordan, qui était connu, visiblement c'est pas lui qui l'a trouvé l'algorithme, il était connu en Chine, sous le nom de Fang Cheng. Puis bon, en Europe, il est plutôt connu sous le nom de Gauss-Jordan. Alors l'idée est la suivante. On a une matrice carrée. Dans cette matrice carrée, on va exclusivement faire trois opérations dites élémentaires sur les lignes de la matrice. On peut échanger de lignes. E pour échanger. On peut dilater, c'est-à-dire remplacer une ligne par cette même ligne, mais multipliée par un scalaire, attention, non nul. Parce que si je multiplie par un scalaire nul, ça veut dire que je remplacerai une ligne par une ligne de 0. On peut imaginer que ça change beaucoup la matrice. Transvecter, c'est remplacer une ligne, la ligne L de I, par la même ligne L de I plus bêta fois la ligne L de J. Ça s'appelle une transvection. On peut montrer, alors on le fera, je crois qu'on le fait en TP, dans le premier TP, on peut montrer que pour les trois opérations, par exemple, échanger de ligne, si on veut échanger de ligne, en fait, les deux lignes L de I et L de J, il suffit de multiplier par cette matrice-là. Bon, c'est une matrice IN, c'est l'identité, donc il n'y a que des 1. On a enlevé le 1 sur la ligne I, et on l'a mis, celui de la ligne I de la colonne I, on l'a mis sur la ligne I et la colonne J. Et on a enlevé le 1 qu'il y avait sur la diagonale, là, la position J, et on l'a décalé aussi, on l'a mis à la ligne J et à la colonne I. Donc il n'y a que des 1 sur la diagonale, sauf à deux endroits, il y a deux 0, et les 1 qui étaient là, ils sont décalés. Ben, on peut montrer que si je multiplie à gauche une matrice par ça, par E là, ben ça revient, l'effet c'est d'échanger les deux lignes. De la même manière, on peut montrer que pour dilater une ligne, il suffit de multiplier la matrice à gauche par cette matrice D. Donc comment elle est faite, cette matrice D? Vous voyez, c'est l'identité, donc il n'y a que des 1 sur la diagonale. Et puis, à la ième position, je rajoute alpha moins 1. Donc en fait, il n'y aura que des 1 sur la diagonale, sauf à la ligne I, il y aura un alpha, qui est non nul. Et idem pour la transvection, eh bien, ça serait l'identité plus le bêta fois la matrice élémentaire EIJ, c'est-à-dire qu'il y a un 1 à la ligne I, colonne J, fois bêta. Alors, quel est le principe de l'algorithme? On part d'une configuration où on a à gauche notre matrice qu'on veut inverser.
À droite, on met l'identité. Et on multiplie à gauche par des matrices, on va voir comment on s'y prend un peu plus tard, soit des matrices de la forme E, soit D, soit T. Autrement dit, on fait des échanges de lignes, dilatation, transvection. Par exemple, je pars M, identité, je multiplie à gauche par T, ça fait TM, et puis l'identité aussi. Je fais subir le même sort des deux côtés, donc ça fait T fois identité, ça fait T. Puis je continue à multiplier à gauche, je multiplie par D, puis par E, par exemple, ça fait EDTM, puis là EDT. Et puis je continue comme ça, pas n'importe comment, mais à un moment, et c'est mon but, j'essaie de faire en sorte que à gauche, cette partie-là, eh bien, ça soit l'identité. Eh bien, ce qu'on aura à droite, ça sera, mécaniquement, ça sera l'inverse. Puisque ça veut dire que, en multipliant à gauche par une quantité, j'aurai obtenu l'identité. Donc ça veut bien dire que ce par quoi j'aurai multiplié, qu'on retrouvera ici, à droite, ça sera bien l'inverse. Donc je pars de ma matrice à gauche, de l'identité à droite, et il faut que j'arrive à la fin avec l'identité à gauche, et ce que j'aurai à droite, ça sera l'inverse cherché. Alors, exemple. Exemple. J'ai une matrice 3, 3, elle est ici, l'identité est ici. Qu'est-ce que je fais? Je me place dans la première ligne, première colonne ici. Cette quantité-là, je l'entoure, ça va s'appeler un pivot. Mon but, c'est quoi? C'est sous le pivot de faire apparaître des zéros. Donc à la place du 3, à la place du 4, je veux faire apparaître des zéros. Comment faire apparaître un zéro ici? Je fais une transvection, c'est-à-dire que je remplace la ligne 2, L2, je l'écris ici. L2, je le remplace par L2 moins 3 demi fois L. De telle sorte que le 3, là, je le remplace par 3 moins 3 demi de 2. Donc ça veut bien faire 0. Je vais faire pareil pour la ligne 3, je vais remplacer la ligne 3 par elle-même moins 2 fois L1. Pour que ça fasse 4, moins 2 fois 2, ça fera bien 0. Bon, je fais ça. Donc j'obtiens cette matrice-là. Donc la première, j'obtiens la matrice qui est au-dessous. Autrement dit, la première ligne n'a pas bougé. Dans la deuxième ligne, j'ai fait apparaître un 0. Et dans la troisième ligne, j'ai fait apparaître un 0. Bon, voilà ce que j'obtiens à ce niveau-là. Donc j'ai fait le travail sur la première colonne. Maintenant, je dois recommencer sur la deuxième colonne. Donc je recommence et je dis, voilà, maintenant, deuxième colonne, deuxième ligne. Je me place ici et dans cette colonne, là au-dessous, je cherche le premier nombre non nul. Il n'est pas tout de suite là, vous voyez, là, il n'y a pas un nombre non nul. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, il est juste au-dessous, là. Donc je vais échanger la ligne L2, ligne L3. Je fais ça au-dessous, vous voyez, la ligne 3 est passée ici, et donc là, j'ai entouré cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle un pivot, et donc je vais utiliser ce pivot pour faire en sorte que, eh bien, je puisse mettre des zéros ailleurs, c'est-à-dire au-dessus et au-dessous. Au-dessous, c'est déjà fait, il y a déjà un 0, donc très bien. Donc je vais me débrouiller pour faire apparaître un 0 ici. Pour ça, je fais une transvection, et je vais dire L1 reçoit L1 moins un tiers de L2, puisque ça va faire 1 moins 1 tiers de 3, ça fera bien 0. Je fais ça, et j'ai bien obtenu ici. Donc je reprends, j'ai obtenu ici un 0, c'est ce que je voulais. Donc j'ai fini ma première colonne, j'ai fini de travailler sur ma deuxième colonne, j'attaque ma troisième colonne. Donc j'attaque ma troisième colonne au niveau de la troisième ligne. Il se trouve que là, il y a déjà un pivot, donc je vais utiliser ce pivot pour faire apparaître des zéros là et là. Donc je vais faire L1 reçoit L1 plus 6L3, et L2 reçoit L2 moins 6L3. Je fais ça, et j'obtiens bien des zéros ici, donc vous voyez qu'à chaque fois, je modifie les opérations, je fais sur toute la ligne, pas uniquement la ligne de gauche, c'est sur toute la ligne, je fais les opérations qui sont là. J'obtiens cette quantité-là, donc vous voyez, on n'est plus très loin de l'identité, il me reste à diviser la première ligne par 2, la deuxième ligne par 3, et j'aurai l'identité. Donc c'est ce que je fais ici, je l'annonce toujours, et puis je le fais, et quand j'ai fait ça, j'ai bien l'identité qui est à gauche, et à droite,
la matrice que j'ai obtenue, c'est la matrice inverse cherchée. Donc voilà la méthode systématique pour trouver l'inverse d'une matrice. Bon, c'est un algorithme. Cet algorithme s'appelle algorithme de Gauss-Jordan. Donc première étape, je place ma matrice à droite de la matrice à inverser. Pour chaque colonne col de A, alors ici, vous voyez, col, je dis que ça varie de 0 à n-1. Je suis un peu dans une démarche de programmation en Python. Donc attention, les lignes et les colonnes sont indicées à partir de 0. Donc c'est pour ça que j'ai bien mis la col varie de 0 à n-1, pas de 1 à n comme en maths. Donc pour chaque colonne, qu'est-ce que je fais? À partir de la ligne égale col, eh bien je cherche le premier coefficient non nul dans la même colonne. Une fois que je l'ai trouvé, si c'est nécessaire, j'échange. Donc le premier coefficient non nul s'appelle le pivot. Donc j'échange la ligne avec la ligne du pivot. Et puis, une fois que j'ai trouvé mon pivot, donc je vais faire apparaître des zéros au-dessus et au-dessous. Donc c'est cette partie-là pour chaque ligne. Pour chaque ligne i différente de la ligne sur laquelle je suis, je fais une transvection. Je remplace li par li moins alpha l lig. Quand j'ai fait ça, j'en suis à ce niveau-là. Donc il me reste à normaliser, on dit, c'est-à-dire diviser chaque ligne par le pivot. Donc normaliser à 1 le premier coefficient non nul de chaque ligne en divisant par le coefficient qui est le pivot. Et c'est terminé, on obtient l'inverse à droite. Donc c'est ça la méthode de Gauss-Jordan. Donc cette méthode marche à condition évidemment que la matrice soit inversible. Si jamais la matrice n'est pas inversible et qu'on applique cette méthode, où est-ce que ça va coincer? Mais ça va coincer parce qu'à un moment dans une colonne, on ne va pas trouver de pivot. Donc on ne pourra pas faire apparaître des zéros au-dessus et au-dessous. On aura donc impossibilité de faire apparaître l'identité. Donc en fait, j'anticipe un peu, mais la condition finalement, parce qu'on va en reparler un peu plus tard, c'est pas mal de la retenir, la matrice elle est inversible à condition qu'elle ait, si elle est de taille n, il faut qu'elle ait n pivots. En fait, il y a un pivot par colonne. Donc, 3 colonnes, 3 pivots. Le premier c'était 2, le deuxième c'était 3 ici, et le troisième c'est 1 ici. Et c'est comme ça que ça marche. Si on ne trouve pas autant de pivots que de colonnes, c'est que la matrice n'est pas inversible. Dans la pratique, on verra donc un nouveau chapitre où on aura une façon plus rapide de pouvoir affirmer qu'une matrice est inversible ou pas.